Les amyloses, quelles sont les étiologies et les stratégies diagnostiques devant les amyloses, qu'elles soient localisées ou systémiques? Je suis le professeur Ralia Khalaf, néphrologue à l'hôpital Mohamed Lamine Debarine à Alger, et on va débattre ensemble cette troisième vidéo sur les étiologies et les stratégies diagnostiques. On commence par le plan. On va parler d'abord des amyloses AA, donc les étiologies, comment raisonner devant une amylose AA, et on va parler des amyloses AL, cliniques et stratégies diagnostiques. Donc, on va dire que la SAA a été découvert dans les années 70. C'est des constituants normaux du sérum sanguin. Le sérum amyloïde A est un réactif de la phase aiguë dans la synthèse hépatique et régulé par des cytokines pro-inflammatoires interleukine 1, facteur le TNF-alpha et d'autres aussi interleukines. Cependant, les cellules musculaires lisses, les macrophages, les adipocytes et les cellules endothéliales sont également impliquées dans la production de cette protéine qui fait partie de la famille des apolipoprotéines polymorphes de 12 à 14 kilodalton. De multiples fonctions telles que la chimiotaxie, l'immunomodulation et la régénération des tissus ont été attribuées à la SAA. Une augmentation d'environ 1000 fois la concentration sérique a été rapportée dans des septicémies. Cependant, les protéines, plutôt les problèmes entravés, techniques entravées, ont ralenti un peu le dosage de cette SAA dans la pratique clinique, et plutôt on utilise la CRP, que vous voyez très bien ici, qui est presque en corrélation, pas très élevée par rapport à la CRP, mais cependant la CRP est presque, les taux de CRP sont presque égaux à celles de la CRP. Donc, suite à la stimulation par les cytokines et les chymokines induites par la SAA, des niveaux élevés d'interleukine 6, d'interleukine 1 bêta et de TNF stimulent le foie à produire la SAA, qui à son tour induit la production de différentes cytokines et chymokines à partir de différentes cellules, donc fibroblastes, monocytes, neutrophiles, lymphocytes, macrophages. Donc là aussi, plusieurs rôles. Donc dans la réponse immunitaire, donc la phase aiguë, plutôt SAA1, 2 et 3 dans la réponse immunitaire, mais la SAA4 est utilisée plutôt pour des problèmes de stimulation bactérienne. Donc le rôle de la SAA1, promouvoir la sécrétion des médiateurs inflammatoires, comme on l'a vu. De 2, favoriser la différenciation des cellules T helper, activer l'inflammasome, activer les cellules immunitaires innées via les récepteurs de surface et générer la production de RO, de superoxyde, facilitant l'infiltration cellulaire. Le SA4 aussi pour éliminer les endotoxines, déplacement de l'ApoA1, élimination des bactéries et afflux de protéines SRBI qui va faciliter les flux de cholestérol. Plutôt CRP ou SAA? La CRP est plutôt dosée, qui est un indicateur très important dans l'inflammation aiguë, et c'est une mesure clinique qui est courante, et plutôt que la SAA qui est un indicateur d'inflammation chronique. Les SAA sont élevés et comme connu donc, dans les infections, les maladies inflammatoires chroniques et les maladies auto-immunes. Pas que, chez les obèses, chez les diabétiques de type 2, même de type 1, et chez les patients qui présentent des cirrhoses hépatiques ou bien des NASH, cirrhose non alcoolique. Quels sont les signes cliniques de symptomatologie des amyloses AA? Quels sont les signes non spécifiques qui sont les plus couramment retrouvés? Ce sont les signes généraux associés, c'est-à-dire fatigue, asthénie, amaigrissement et des œdèmes des membres inférieurs. Très important. Il existe aussi des signes très spécifiques, mais qu'il faut rechercher aussi. D'abord le goitre,
L'atteinte rénale avec la protéinurie ou la Lustix. Et pourquoi? Avec l'apparition des syndromes œdémateux, l'électrophorèse des protéines sanguines et la protéinurie des 24 heures indiqueraient qu'il y a un syndrome néphrotique. Des signes qui sont toujours présents, mais qui peuvent être absents sur le plan fonctionnel, tels que la diarrhée et la malabsorption, l'hépatosplénomégalie. Quelle est la différence entre les dépôts amyloïdes A et les dépôts amyloïdes AL? Les dépôts amyloïdes AA, donc à l'ensemble des deux, se partageront l'atteinte rénale et l'atteinte hépatique ainsi que l'atteinte splénique. Mais pour l'amylose AA, c'est plutôt l'atteinte thyroïdienne, l'atteinte digestive. Et pour l'amylose AL, c'est plutôt les signes neurologiques périphériques et l'atteinte cardiaque. L'évolution d'atteinte rénale est très très lente, progressive et dépend d'atteinte inflammatoire en cause. L'orage amyloïde peut se rajouter en aigu par rapport à l'atteinte chronique en forme de glomérulonéphrite rapidement progressif. L'atteinte rénale, c'est plutôt un syndrome néphrotique pur dans 90% des cas. La protéinurie, elle est présente mais rare comme signe d'appel. Donc on ne la cherche pas, sauf si c'est des patients qui sont gérés pour des maladies auto-inflammatoires chroniques par nos confrères gastro-entérologues pour les MICI et pour les maladies rhumatismales telles que la SPA et la polyarthrite rhumatoïde. Mais sinon, les malades qu'on retrouve en néphrologie, ce pas des patients qui viennent avec une protéinurie, c'est généralement des patients qui ont des œdèmes et avec un syndrome néphrotique pur profond. Il peut y avoir une HTA avec une hématurie, mais très très rare. Hein. Donc, et glucosurie, donc généralement, c'est la glucosurie avec un syndrome polyuropolydipsie sur la tête interstitielle. L'HTA et l'hématurie peuvent être présentes, mais très très rares. C'est généralement une hypotension artérielle. Un syndrome de néphropathie de GNRP se retrouve dans les cas d'orage amyloïde. Des gros reins à l'échographie, même si le patient est à un stade donc avancé d'insuffisance rénale chronique terminale, avec un syndrome néphrotique aussi profond, même en dialyse. Quels sont les facteurs révélateurs? Donc l'atteinte rénale peut être précédée par un épisode infectieux récent qu'il faut rechercher. L'enquête étiologique, c'est surtout l'interrogatoire sur rechercher donc une ancienne maladie donc infectieuse, chronique, rechercher une ancienne maladie inflammatoire, qu'elle soit digestive ou rhumatismale, rechercher des patients qui sont en dialyse avec des maladies auto-inflammatoires héréditaires qu'il faudra rechercher. Donc la recherche d'une étiologie acquise chronique et ou héréditaire est très très importante devant tout syndrome néphrotique pur profond. Il faut citer avec spécificité les causes infectieuses chroniques ou récurrentes. C'est surtout la tuberculose. Premier, surtout chez nous dans les pays un peu, je vais dire, hein, un peu africains et même de l'Amérique du Sud. Donc l'amylose A est toujours là par rapport aux pays, américains et anglo-saxons où l'amylose A elle fait ravage par rapport à l'amylose AA. Mais dans les pays européens, c'est plutôt l'amylose A secondaire à la polyarthrite rhumatoïde et à la SPA. Mais chez nous, dans les pays un peu sous-développés, c'est plutôt les causes infectieuses qui sont au premier plan. Donc, il faut pas rechercher, donc il faut très très bien rechercher les antécédents de tuberculose, d'ostéomyélite chronique, de bronchectasie, de DDB, de lèpre, de pyélonéphrite chronique et d'infection par le VIH non traité. Les maladies inflammatoires chroniques, donc rhumatismales par rapport à la polyarthrite rhumatoïde et la SPA, le lupus et érythémateux disséminés, et les MICI, donc maladie de Crohn et RCUH. Les maladies auto-inflammatoires héréditaires, donc il faudra surtout rechercher la fièvre méditerranéenne familiale, le syndrome de Meckel-Wells et le syndrome de TNF récepteur associé de périodique syndrome ou TRAPS. Les néoplasies telles que les lymphomes ou maladies de Castelman ou myélome multiple avec les cancers solides sont à rechercher. Et autre cause, donc l'obésité sévère peut donner aussi lieu à l'amylose AA. Donc on a parcouru ici les grandes causes des amyloses AA, mais il en existe encore d'autres. Donc on a utilisé on a cité plutôt les causes les plus fréquentes. Donc, on retrouve ici, sur ce tableau, les différentes causes des amyloses AA avec le temps. Donc là, vous voyez bien, des années 60 jusqu'à l'année 2000, le nombre de cas d'amylose AA
Donc, euh, donc, vont y rester à peu près le même, mais c'est les causes qui ont changé. Ici, on retrouve donc les causes infectieuses, elles sont là, c'est vrai qu'elles existent, hein, d'accord? Mais il y a plus de causes inflammatoires que de causes infectieuses. D'accord? Ici en Turquie, c'est plutôt les causes auto-inflammatoires telles que la fièvre méditerranéenne familiale qui a été la plus citée. Et ici, donc, un travail qui a été fait par Okuda et, un travail donc d'épidémiologie qui a été publié en 2018. Donc, ça s'est étalé en 2 ans. Donc, plutôt, c'est les causes donc inflammatoires que les causes infectieuses. Donc, au fil des temps, on a moins de causes infectieuses, mais plus de causes donc auto-inflammatoires. Donc, développement de l'environnement, de l'épigénétique, des règles hygiéno-diététiques, il y a plus de causes donc inflammatoires que de causes infectieuses dans les pays un peu développés. Et il y a moins d'amylose AA par rapport à l'amylose AL. Quelles sont les différentes causes des amyloses AA? Donc, il y a les causes, les affections infectieuses avec inflammation persistante. Donc, il faut très très bien donc, connaître. Les maladies chroniques non infectieuses avec inflammation persistante, donc toutes les causes rhumatismales, les maladies inflammatoires de l'intestin et les autres causes telles que la sarcoïdose. Aussi les néoplasies, donc tout ce qui est dysglobulinémie, maladie de Castelman, les lymphomes, la macroglobulinémie de Waldenström, les leucémies, les tumeurs solides telles que les adénomes hépatiques, les carcinomes à cellules rares, mais aussi les syndromes auto-inflammatoires héréditaires tels que la fièvre méditerranéenne familiale qui est au premier plan, le TRAPS, le syndrome de Meckel-Wells, le NOMID et le syndrome d'hyper-IgD. Les causes les plus fréquentes, c'est surtout pour les causes infectieuses, donc avec inflammation persistante, c'est surtout la tuberculose, les bronchiectasies, l'ostéomyélite et les pyélonéphrite chronique. Donc les bronchiectasies, pour nous, c'est la DDB et l'asthme. Pour les maladies chroniques non infectieuses avec inflammation persistante, au premier plan, c'est la polyarthrite rhumatoïde et la SPA, mais aussi le MICI et tel que le Crohn qui est au premier plan par rapport à la colite infectieuse, la RCEH, et c'est plutôt la FMF, le TRAPS et le Meckel-Wells à rechercher. Mais il y a une autre cause, c'est plutôt l'obésité aussi à rechercher. Une petite expérience algérienne, donc un travail d'épidémiologie a été fait donc en 20 ans. Donc on retrouve plutôt les causes infectieuses, donc dans les deux décades, hein, dans les années 90 ou dans les années 2000. Les causes infectieuses ont diminué, donc il y a une différence que vous voyez très très bien, la différence est significative. Donc il y a moins d'infections dans la deuxième décade par rapport à la première. Mais les causes infectieuses restent la cause la plus importante dans les causes des amyloses AA. La deuxième cause, c'est plutôt les maladies auto-inflammatoires. Donc avec l'avènement de la biothérapie dans notre pays, on a moins d'amylose AA secondaire aux maladies auto-inflammatoires. Et bien sûr, en recherchant les néphropathies, les maladies auto-inflammatoires héréditaires, on a retrouvé que la FMF, avec l'étude génétique qui s'est développée dans notre pays, on a retrouvé que la FMF était bien présente, ainsi que le TRAPS, où on a deux grandes familles maintenant, qui a été fait, donc les diagnostics qui ont été faits en néphrologie. Et donc il faut rechercher ces maladies auto-inflammatoires héréditaires, surtout qu'on fait partie des pays du bassin méditerranéen. Aussi, l'association, puisqu'on est un pays où la tuberculose sévit toujours dans notre pays malgré le développement des plans de lutte anti-infectieuse qui a été établi par des pneumos dans les années 70. Donc l'association donc, de tuberculose ainsi que les autres maladies auto-inflammatoires chroniques hein, était bien présente dans notre série. Donc les amyloses secondaires aux maladies auto-inflammatoires. Donc on a eu quand même une étude qui a été faite, donc qui a été publiée donc en 2023 donc, dans une revue donc, indexée. Donc sur 57 patients. Aussi on a eu une famille qui a été la première famille donc, de TRAPS qui a été publiée en Algérie. Et la deuxième famille, donc, elle existe. Notre pays a bien développé la biothérapie qui est sous biothérapie par rapport à la première famille.
Donc, on va y aller un peu dans la fièvre méditerranéenne familiale, un peu plus spécifique pour rechercher les signes. Quels sont les signes à évoquer devant tout syndrome néphrotique pour rechercher une maladie auto-inflammatoire héréditaire ou innée. Donc, la FMF est une maladie auto-inflammatoire innée, autosomique récessif, mais dans des familles où la consanguinité est très élevée, elle peut être aussi dominante. C'est une mutation du gène MEFV, code pour la pyrine, près de 400 variants, mais nous, c'est plutôt l'exon 10 donc qui est plutôt étudié donc en premier. Et si ce dernier est négatif, on passe aux autres variants. Donc nous, le variant le plus élevé qu'on a retrouvé dans nos publications, avec la publication de Madame Aïtidir, la généticienne qui m'a aidé à faire le travail, c'est plutôt la M694I qui est très très spécifique de notre pays, l'Algérie. Donc c'est une mutation plutôt berbère. Les populations ayant une prévalence élevée entre 1 sur 200 et 1 millième de la maladie sont plutôt les juifs non ashkénazes, les turcs, les arméniens et les arabes. Donc vous voyez très très bien le bassin méditerranéen, donc l'origine c'était ici, donc au Moyen-Orient, et puis avec la route donc de la soie, et puis l'invasion des Turcs, donc des pays, des Ottomans, donc des pays du bassin méditerranéen, a fait avancer donc cette maladie pour les pays du bassin méditerranéen. Mais maintenant, c'est devenu une maladie donc, cosmopolite qu'on pourrait retrouver en Chine, en Brésil, etc. Donc là, vous voyez très très bien donc, en marron donc la FMF est bien présente dans là vous voyez l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Australie, l'Afrique du Sud et le Maghreb, donc le Grand Maghreb, donc le Soudan, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Donc, quels sont les signes cliniques de la fièvre méditerranéenne familiale? C'est une crise donc de quelques heures, donc jusqu'à 72 heures, à début pédiatrique. Donc, la symptomatologie, il faut la rechercher pendant à l'âge pédiatrique jusqu'à 20 ans. Après, il faut évoquer d'autres causes, pas celle de la fièvre méditerranéenne familiale. Donc, c'est une élévation de la température et c'est à l'acmé de la douleur abdominale où on a une température donc qui est élevée, qui est présente dans 50% des cas. Les douleurs abdominales, donc dans 95% des cas, c'est une inflammation des séreuses. Donc c'est le péritone, c'est des douleurs abdominales secondaires à une péritonite. Aussi des arthrites, voire des arthralgies dans 75% des cas, une pleurite unilatérale dans 30 à 40% des cas, des myalgies, une péricardite dans moins de 1% de cas et une atteinte cutanée sous forme de pseudo-érysipèle, mais on peut retrouver aussi des aftes à répétition. Donc, c'est les signes spécifiques à connaître et à rechercher devant tout patient qui présente un mariage consanguin ou bien qui a une amylose dans la famille. Sur le plan biologique, c'est surtout une CRP qui est élevée, une VS qui a accéléré. C'est une maladie du leucocyte, donc on retrouve une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile et d'autres signes inflammatoires, à savoir une thrombose et une anémie inflammatoire. Toujours y penser devant des antécédents familiaux de FMF, il faut chercher une colopathie donc familiale, origine ethnique donc vulnérable, amazir ou bien d'origine arabe, âge précoce d'apparition, crise avec résolution spontanée, absence de symptômes entre les crises. C'est des crises sévères nécessitant un repos au lit, nécessitant aussi jusqu'à un acte chirurgical donc d'occlusion intestinale aiguë ou d'appendicectomie qui est blanche, donc on ne retrouve plus après, et sa récidive, présence d'une hyperleucocytose à PNN, antécédent de laporotomie ou d'appendicectomie, une protéinurie ou hématurie épisodique et une consanguinité des parents. Donc les critères diagnostiques, donc c'est surtout les critères de Livnet. Donc diagnostic positif s'il y a un critère majeur donc de péritonite, de pleurésie, de monartrie, de fièvre isolée et d'accès abdominal incomplet, ou présence de deux critères mineurs, à savoir une atteinte du thorax et des articulations. Les critères pédiatriques de Yeltsin-Kaya, c'est plutôt une présence donc une présence de deux critères, c'est-à-dire soit une fièvre, trois accès douloureux, de 6 à 72 heures, ou des accès de douleur thoracique, d'arthrite, ou de monoligoarthrite, donc une histoire familiale de FMF.
Les critères de classification, donc par Marco, donc qui ont été publiés par Marco Gatorno, donc en 2019, c'est quand on a un variant MERV, donc c'est la présence d'un génotype MERV non confirmé et au moins deux des éléments suivants, c'est-à-dire une durée des épisodes, l'arthrite, douleur thoracique et douleur abdominale. Il faut savoir que même si on est devant une hétérozygosie, hein, on peut avoir une association avec de l'amylose AA. Donc, c'était décrit dans notre étude où on a retrouvé quand même qu'il y avait la présence d'un syndrome néphrotique avec une amylose AA. Dans la famille, il y avait une homozygosie, mais qui n'avait pas d'amylose AA. Mais chez les patients qui sont en hétérozygosie, ils ont une seule mutation, ils ont l'amylose AA. Donc, il faut faire l'étude génétique, donc devant toute suspicion. Et après, on peut discuter du traitement de la fièvre, du diagnostic. Alors, quelles sont les complications de l'amylose, plutôt de la fièvre méditerranéenne familiale? Première cause donc d'amylose, c'est l'amylose rénale, qui peut être donc aussi cardiaque et gastro-intestinale. Les inflammations aiguës peuvent donner des douleurs chroniques, voire même un impact psychologique. Donc, plusieurs de nos patients voient jusqu'à présent donc des tolbas ou bien des psychologues pour des douleurs abdominales qui ne sont pas reconnus par la famille, puisque pour eux, c'est la simulation ou la non-vouloir des enfants scolarisés en collège ou au primaire pour aller étudier. Pour eux, 3 jours de la semaine, ça commence dimanche ou lundi ou mardi, ça dure 3 jours, et puis top, l'enfant, l'adolescent, il va très très bien après. Donc il y a l'infertilité aussi, des manifestations cutanées, d'accord, l'atteinte ostéo-articulaire qui a disparu quand même maintenant, hein. Les grandes complications de la FMF, c'est plutôt l'amylose AA. Donc, nous c'est complètement hasard, hein, que les néphrologues fassent d'abord le diagnostic de l'amylose de la FMF par le biais de l'amylose AA. Donc, normalement, c'est des diagnostics qui se font en pédiatrie. Les infertilités, donc c'est des péritoïnites à répétition, voire une orchite, le mésothéliome péritonéal, l'arthrose des grosses articulations, donc jusqu'à même donner des prothèses totales de la hanche, et l'impact psychologique et social. Donc, comment traiter une crise de FMF? Donc, dans les cas aigus, donc, où il y a la fatigue, etc., les corticoïdes peuvent contribuer à diminuer l'inflammation, et ainsi que les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais le traitement de fond, c'est plutôt la colchicine, donc qui est très recommandée, qui a été découverte dans les années 72, qui a été un traitement pour la goutte, donc, mais on s'en est servi pour traiter donc la fièvre méditerranéenne familiale qui donne de très très bons résultats à 1 mg. Après, on suit les patients selon la CRP et la fréquence des épisodes pour augmenter les doses. Mais s'il y a des réactions donc, secondaires importantes, donc on peut passer à la biothérapie. Et c'est sous forme d'anti-interleukine 1, l'anakinra, 1,5 mg kg jour, en cas de colchicine résistance. D'accord. Quelles sont les autres amyloses héréditaires? Donc, à part donc, la fièvre méditerranéenne familiale, le donc le TRAPS, c'est un syndrome donc TNF récepteur associated with periodic syndrome. C'est un syndrome auto-inflammatoire dû à un déficit du récepteur 1 du TNF, donc le facteur nécrosant des tumeurs, est une maladie rarissime. L'incidence est de 1 sur 1 million. Liée à des mutations dominantes faux sens entre les exons 2 et 4 du gène TNF-SR1 de type F1A. Et les crises durent. Bon, par contre, là, ce n'est pas des crises de quelques heures à 72 heures. Les crises durent 10 à 15 jours. Donc, les premiers cas des crises, c'est des patients ayant des ancêtres irlando-écossais, mais d'autres populations ont été étudiées. Donc, où on a retrouvé cette maladie, c'est les Français, les Italiens, les Juifs, séfarades, les Achénékas, les Arméniens, Arabes et Kabyles du Maghreb, puisqu'un travail récent a été fait et publié par Bourguiba dans la revue de médecine interne en 2020, où la moitié de ces patients étaient kabyles. Donc, quels sont les symptômes cliniques du TRAPS? Le premier symptôme évocateur, c'est la fièvre, dans 96%. C'est une fièvre qui dure plus de 15 jours, de 10 à 15 jours. Et les arthromyalgies, dans 69% des cas. C'est des myalgies au niveau des grosses ceintures, c'est-à-dire la ceinture scapulaire et la ceinture lombaire.
Les douleurs abdominales peuvent être présentes dans 70% des cas. Les manifestations cutanées sous forme de rash migratoires, de pseudocellulite et des lésions urticariennes et des œdèmes segmentaires. La pseudocellulite, donc qui était présente dans la première famille, c'est des pseudocellulites qui commencent dans les premiers jours de la fièvre au niveau axillaire et elle descend progressivement jusqu'au segment proximal. Donc elle commence au niveau axillaire et elle finit au niveau de la main et elle peut commencer au niveau de la cuisse pour finir au niveau des pieds. Donc les signes ophtalmiques à type d'œdème périorbitaire et de douleurs ainsi que des conjonctivites. Les adénopathies cervicales, elles sont présentes dans 26% des cas et c'est ce qui nous a fait des diagnostic différentiel avec d'origine au rayon, etc. Donc la plupart des patients, donc j'ai connu quand même 3 patients, donc des enfants, donc une de la première famille et 2 de la deuxième famille, qui c'est des patients qui vont chez le pédiatre et ils font le diagnostic d'oreillons, mais c'est des oreillons qui récidivent. Le traitement, c'est de l'anakinra, 1,5 mg kg jour, avec titrage selon les besoins. Mais plutôt, c'est le canakumumab à 2 mg kg toutes les 4 ou 8 semaines. Mais nous, on n'a pas le canakumumab, plutôt l'anakinra, et c'est ce qu'on donne à nos patients. Les inhibiteurs du TNF, généralement, c'est l'étanercept. Donc, qu'on pourrait donner aussi pour traiter, après avoir fait une transplantation rénale, c'est ce qu'on commence. On commence par de la biothérapie et après, quand on a une fonction rénale normale, on passe à l'anakinra à 1,5 mg kg jour. Les corticoïdes ne donnent pas, c'est-à-dire qu'en le traitement, j'ai pas voulu parler du traitement par corticoïdes dans le TRAPS, parce que quand on donne des corticoïdes, les signes cliniques disparaissent, mais la CRP est toujours là et elle peut évoluer vers l'amylose. Voilà, donc je l'ai cité pour dire que la corticothérapie enfin, c'est des traitements qui sont cités, mais ça garde toujours une CRP positive. Pour les autres les maladies auto-inflammatoires monogéniques, donc ça commence plutôt pédiatrique, hein. Donc le CAPS, donc c'est des cryopyrinopathies, c'est des crises qui viennent, qui se manifestent donc au froid. Donc c'est de 0 à 10 ans. Le déficit en mévalonate kinase, c'est de 1 an vers l'âge de 30 ans. Le TRAPS, c'est de l'âge pédiatrique, donc de 7-8 ans vers un âge bien avancé. Et la FMF, c'est de l'âge pédiatrique jusqu'à 20 ans. Donc l'âge du début de la symptomatologie est très très important pour différencier entre les différentes maladies auto-inflammatoires innées monogéniques. Donc, voici donc un schéma des syndromes auto-inflammatoires héréditaires. Donc, là, on va parler, donc on a déjà parlé de l'AFMF et du TRAPS. Le CAPS, c'est une maladie autosomique dominante, moins de 1 an. Donc, ça commence par des durées des crises de quelques heures à quelques jours, méningite aseptique, lésions osseuses déformantes, surdité déclenchée par le froid, bien sûr, 33% d'amylose AA, et le mévalonate kinase autosomique récessif, moins de 1 an. On retrouve donc une hyper-IgD, donc un syndrome d'hyper-IgD avec éruption cutanée, crise simulée par les vaccinations ou provoquée par les vaccinations, des adénopathies en retard de croissance et un risque d'amylose très faible, moins de 5%. Le traitement, c'est les anti-interleukines. Comment raisonner devant une amylose AA? Donc, suspicion, donc ça a été publié par le PND, par protocole national pour lutter contre l'amylose AA, rédigé par M. Gratteau et Mme Sophie Georgin-Lovial, et qui a été publié en 2020. Donc, suspicion d'amylose, donc après une preuve anatomopathologique indispensable et typage immunohistochimique AA. Donc, la CRP et la SAA sont élevées, hein, très très élevées. Donc, c'est des patients qui disent qu'on a été vus par des médecins et qui nous ont dit que vous avez un rhumatisme dans le sang. Et c'est généralement lors des crises, ils dosent le CRP, la CRP, elle la trouve toujours élevée avec une hyperleucocytose à PNN.
Rechercher les causes les plus fréquentes et les plus élevées les plus évoquées, c'est les maladies inflammatoires fréquentes telles que les Mickey la PR et la SPA. Sinon, c'est les infections chroniques telles que la tuberculose, DDB, asthme. Rechercher les causes rares des mailles monogéniques, FMF, TRAPS et CAPS. Euh, Évoquer aussi l'obésité. Penser aux causes mixtes, donc les associations. Trouver le traitement optimal en fonction de la cause auto-inflammatoire, soit c'est des antibiotiques, une chimiothérapie pour la néoplasie adaptée à la fonction rénale et au poids. Quelles sont les explorations à proposer pour le bilan d'extension de l'amylose A? Donc il faut donc le rein, donc avec une ponction biopsie rénale. Quand on a des diarrhées, il faut faire une endoscopie digestive avec des biopsies. Soit c'est des dépôts d'amylose AA au niveau du tube digestif, ou bien c'est la maladie auto-inflammatoire elle-même qui a provoqué l'amylose. La rate, puisqu'on retrouve une hépatosplénomégalie, donc il faut faire un hémogramme et une TDM. Le foie, c'est surtout les enzymes hépatiques avec une TDM. Surrénal, c'est le cortisol et la CTH. La thyroïde, c'est le TSH, T3, T4 avec une échographie. Le cœur, il faut toujours éliminer faire une immunoélectrophorèse des protéines sanguines avec protéinurie de Benz-Jones et penser à une amylose AA. Généralement, c'est des patients à un stade tardif, pro-BNP, IRM cardiaque, Holter. Les nerfs périphériques, quand on a un canal carpien EMG. La peau, c'est surtout une biopsie d'une lésion, hein, telle que le pseudo-erythritol chez la FMF. Ou le thorax, il faut faire un téléthorax et une TDM. Pour les amyloses AL, donc ce sont l'amylose AL donc dérive de la sécrétion de chaînes légères monoclonales libres par un clone plasmocytaire, plus rarement lymphocytaire, habituellement de faible masse. Elle représente le prototype et la plus commune des gammapathies monoclonales de signification clinique caractérisant des petits clones de cellules B responsables d'atteinte d'organes via l'immunoglobuline sécrétée. Donc cette immunoglobuline va subir l'association avec APO1, SAP et comme on a vu dans la vidéo 2 et une aussi. C'est cette fibriogénèse, donc ce changement de conformation de ces immunoglobulines, donc de chaînes légères d'immunoglobulines, qui va passer au niveau du sang et aller dans des organes cibles. On l'a dit tout à l'heure, c'est surtout le cœur, le système nerveux périphérique, mais aussi, pas que, mais aussi le foie, la rate et le rein. 10 à 15% des patients atteints de myélome peuvent développer une amylose AL symptomatique. Quel est le diagnostic d'amylose AL? C'est plutôt la symptomatologie clinique, donc il y a une variabilité clinique. Donc les signes évocateurs, ça peut être une protéinurie plus ou moins une insuffisance rénale, mais c'est surtout la cardiopathie avec dysfonction diastolique, une fraction d'éjection qui est conservée, une hypertrophie concentrique. On peut avoir même un petit épanchement péricardique avec microvoltage à l'ECG, une hépatomégalie avec cholestase anictérique, une néphropathie, une neuropathie périphérique avec un purpura périorbitaire et macroglossie. Les manifestations rénales, donc présentes dans 2 tiers des patients, s'associent à une insuffisance rénale dès le diagnostic dans 20 à 45% des cas. Protéinurie quasi constante, syndrome néphrotique pur fréquent avec syndrome œdémateux souvent sévère, HTA uniquement si l'atteinte est vasculaire prédominante, IRC parfois nu, donc atteinte tubule interstitielle isolée. Exceptionnellement, diabète insipide néphrogénique, donc syndrome de Fanconi, taille des reins généralement conservée et la biopsie rénale permet la mise en évidence et du typage des dépôts amyloïdes dans plus de 90% des cas. Ça, c'est une patiente qui a été hospitalisée chez nous. Et ça, c'est des images, mes propres images. Donc là, vous voyez un purpura périorbitaire. Donc c'est un hématome périorbitaire formé de papules, de nodules, de plaques et de bulles. Là, c'est une macroglossie de notre patiente. Là, c'est un purpura avec un hématome au niveau de tout le corps. Hein. Là, ça c'est au niveau de ma mère, mais elle a eu ça au niveau des cuisses. Là, c'est des lésions pseudo-candilomateuses au niveau périorbitaire et au niveau donc de l'oreille externe. Donc, on peut avoir aussi une atteinte donc musculaire. C'est ce qu'on appelle le signe de l'épaulette avec une pseudo-hypertrophie musculaire. D'accord? C'est ce qu'on appelle le pseudo-athlétique, souvent associé à la cardiopathie amyloïde. Là, on a un syndrome du canal carpien avec les fourmillements des mains.
Les bilans biologiques sont très spécifiques, c'est l'électrophorèse des protéines sanguines, où on retrouve donc une hypogamma, et c'est les free light qui vont nous dire si quand il y a une insuffisance rénale, quel est le typage de ces free light, donc chaîne. Donc chez notre patiente, elle était plutôt, c'était des chaînes légères libres lambda avec un taux qui dépasse les 26,30, c'était 2596. Voilà, c'est les chaînes, les free light qui font le diagnostic sur le plan sanguin, mais on peut demander ici une protéinurie de Mass-Jans qui va nous spécifier ou nous typer cette chaîne légère. Le bilan d'exploration cardiaque, le CG, d'accord, donc microvoltage dans les dérivations périphériques, l'écho-cœur, donc il va nous montrer, donc là vous avez vu donc cette hypertrophie donc du septum avec un aspect brillant du myocarde. On peut retrouver même avec une fraction d'éjection qui est correcte et puis un épanchement péricardique. Hein. Les dépôts donc ils peuvent être donc bien équilibrés tout au long donc du VG, mais elles sont dans le j'allais dire dans les amylosas secondaires à la TTR ou la transthyrétine, ce sont des dépôts qui ne sont pas uniformes. Donc, dans certains endroits, ils sont bien entamés, bien élevés, bien entassés, et d'autres où il n'y a pas de dépôt. Donc, c'est l'hypertrophie des parois, dilatation de l'auger. D'accord? Voilà. Tous les organes peuvent être atteints. Donc, détection des dépôts amyloïdes par biopsie des glandes salivaires ou par ponction biopsie rénale. Après le rouge Congo, donc on termine l'examen anatomopathologique par de l'immunohistochimie anti-SA. Bon, c'est bon là, mais pour l'amylose AL, c'est surtout les immunosérums anti-chaîne légère et anti-chaîne légère kappa et lambda. Pour le traitement de l'atteinte cardiaque, ils dépendent donc du dosage du pro-BNP et de la protéine troponine ultrasensible. Donc pour le stade 1, les deux sont normaux. Pour le stade 2, un des deux est élevé. Pour le stade 3A, la pro-BNP est entre 332 nanogrammes et 8500 avec une troponine supérieure à 50 nanogrammes litre. Et le stade 3B, les pro-BNP sont supérieurs à 8500 avec une troponine ultrasensible supérieure à 50. Le traitement, alors au stade 1 et 2, c'est plutôt melphalan-dexa ou bien melphalan-dexaméthasone plus bortezomib. Et le stade 3, c'est plutôt bortezomib, cyclosporine et dexaméthasone. Donc ce protocole a été publié en février 2023 par le protocole national. Donc à leur tête, je pense c'est monsieur Franck Bridou. Pour tout doute diagnostic devant une amylose A, AAL ou ATTR ou autre, donc il faut faire la spectrométrie de masse, qui est un rôle très très important pour détecter qui soit donc une association ou donc quand on a l'immunofluorescence, on retrouve rien. Quand on a les free light, on peut pas trouver ou c'est mal fait. Donc le spectrométrie de masse a un rôle très très important pour détecter le type de protéines amyloïdes. Merci pour l'intérêt que vous portez à l'amylose. Cette troisième vidéo, donc c'est bon, donc elle est terminée. Donc à vos claviers pour vos questions, vos commentaires. Et on va faire une quatrième vidéo pour la thérapeutique spécifique de l'extension de l'amylose sur la tête neurologique, sur la tête thyroïdienne. Et puis un mot sur la transplantation rénale dans les amyloses. Merci, au revoir et à la prochaine.